Merci. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais vous venez de quitter le beffroi de Montrouge. Il va être important pour la suite des opérations que vous gardiez votre calme, car vous venez d'être projeté dans une nouvelle dimension qui s'appelle l'IT Zone, dans laquelle vous allez traverser 3 périodes. Vous voici maintenant en 50 après Unix, c'est-à-dire en 2020 de notre ère, dans un pays de l'Europe de l'Ouest qui s'appelle la Gaulerie. Et vous êtes maintenant chargé de mission au ministère de l'Éducation. Le gouvernement de la Gaulerie a décidé de réformer son système éducatif et par l'intermédiaire de votre supérieur, vous apprenez que vous allez devoir organiser un colloque dont le but est de réfléchir aux grandes tendances des évolutions du secteur de l'enseignement. Et comme dans toute organisation qui se respecte, le top-down n'est jamais loin, on vous recommande de faire appel à des cabinets externes. Vous n'avez même pas le temps de protester, que votre supérieur vous explique que cette demande émane directement du dieu Jupiter lui-même. Alors vous l'aurez compris, il s'agit ici d'une dystopie anachronique gallo-romaine et toute ressemblance avec des faits d'actualité récents serait peut-être fait exprès. Alors on vous glisse au passage, il va falloir faire appel au cabinet qui s'appelle McKinney. Alors McKinney, vous avez déjà entendu parler, mais vous ne savez pas réellement ce qu'ils font. Alors vous décidez d'aller sur leur site internet. Le voici. Il y a quelque chose de très triomphant, il y a l'arc, tout ça. Vous aurez noté que d'ailleurs McKinney dans l'IT Zone, ça s'écrit avec un S qui ne se prononce pas, c'est pour éviter toute poursuite judiciaire à la suite de Stock. Et puis Gaulerie, ça s'écrit France. Donc, qu'est-ce que McKinney ? Donc c'est a priori une entreprise engagée dans les transformations décisives de ses clients, on ne sait pas trop pour l'instant. Donc le but, c'est de savoir comment ils peuvent vous aider pour organiser un colloque sur la réforme de l'éducation. Donc en descendant un petit peu plus d'informations, donc bon, ils sont là depuis 64, super. Accélérateur de l'innovation dans 200 domaines d'expertise. Donc c'est quand même, on dirait un très gros cabinet de conseil. 200 domaines d'expertise, c'est pas donné à tous les cabinets. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en gros, en plein milieu, on vous dit qu'il y a 5000 profils technologiques. Bon, pour l'éducation, vous savez pas trop comment ça peut vous aider. Mais c'est écrit en gros. Du coup, ici, on peut se demander, n'est-ce pas une entreprise, une ESN par exemple? Bon, en scrollant un petit peu, on crée un petit peu d'empathie, on présente l'équipe. Alors pas n'importe qui quand même, parce que vous avez la directrice générale, le membre du conseil d'administration et une chef du fil du pôle d'assurance. Et oups, quand on clique dessus, a priori, il y a plein de choses à dire sur le haut management de McKinney. Bon, revenons en arrière, c'était pas fait exprès. Mais ici, vous avez un call to action, le premier du site, qui vous invite à voir d'autres profils. Alors on s'entend, d'autres profils, ça reste quand même des directeurs et des seniors directeurs. Et pour chacun d'entre eux, vous découvrez qui sont, comment dire, spécialisés sur certains pôles, comme la pharmaceutique, le digital, ils font des choses avec leurs doigts, et puis le luxe. Donc, vous demandez, peut-être qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans l'éducation. L'enseignement. Bon, a priori, pas là. Mais on va continuer quand même, on va creuser. Hop. Ok, donc nous revoici sur la page principale. On a un petit peu maintenant démonstration de savoir-faire. Donc ici, des publications sur la croissance en Europe, augmenter l'espérance de vie en bonne santé, vaincre le cancer, le métaverse, donc encore rien sur l'éducation. Mais vous continuez. Ok. Donc, non, on ne voulait pas vraiment aller travailler chez eux. Donc là, on peut se demander, mais à qui est destiné ce site ? À des clients potentiels ou bien des candidats? C'est très confus tout ça. Donc si vous continuez, bon, il y a juste la position de leur bureau à Paris et un formulaire de contact qui va être très utile là pour le coup, puisqu'il faut qu'on leur envoie l'appel d'offres. Mais vous n'avez toujours pas compris comment ils peuvent vous aider sur l'éducation. Cependant, vous vous rappelez que quand vous êtes arrivé, il y avait un menu, qui n'est plus là d'ailleurs, hop, il faut remonter, et vous accrochez. Là, ça fait bien 5 minutes que vous êtes sur le site. On va aller cliquer sur notre métier, et il y a des boules qui tournent en 3D. Ce qui va renforcer un petit peu ce côté où, mais c'est une entreprise technologique ou pas? On ne comprend plus rien. Mais avec la petite flèche qui descend, qu'est-ce qu'on va voir?
Alors là, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a des pôles de compétences sectorielles et des pôles de compétences fonctionnelles, dont l'aérospatiale, la chimie, l'éducation. Alors ça, c'est cool parce que c'est exactement l'information qui nous manquait. Et en dessous, le design, le digital, le marketing, etc. Et là, ce que vous avez découvert, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que McKinney est organisé d'une manière matricielle, on dirait. Bon, mais ça, c'est une information qui ne vous sert pas à grand-chose. Bon, une fois que vous cliquez sur éducation, là, enfin, il y a la proposition de valeur, leur savoir-faire sur l'éducation, et puis, des témoignages, etc. Mais bon, on ne va pas changer une formule qui gagne, du coup, on a quand même ici tous les partenaires et senior partners du pôle, et il faut savoir que ça, c'est le haut de la chaîne alimentaire, hein. Les business aligned ne seront pas sur le site. Donc, en définitive, vous avez d'abord plus appris sur l'organigramme de McKinney et sur son organisation, avant même de savoir comment il pouvait répondre à vos besoins, alors que vous êtes des clients potentiels. Du coup, vous repartez avec une sensation un petit peu amère. Vous vous dites, mais c'est très bizarre tout ça, je reste un petit peu sur ma faim. Sachez que cette sensation, elle ne vient pas de nulle part. Ça vient du fait que vous venez de vous frotter à l'IT Zone. L'IT Zone, c'est un monde où croyances et sciences se mêlent et qui est régi par des forces qui poussent les gens à faire des choses des fois un petit peu bizarres. On pourrait blâmer les designers de McKinney pour avoir fait un site avec une expérience qui n'est pas terrible pour les clients potentiels. Mais en réalité, ce n'est pas qu'un problème de pratique. Il y a quelque chose qui les a potentiellement poussés à faire cela. Et pour expliquer ce phénomène, il faut revenir en 98. Le 13 juillet, le New York Times publie un article sur le docteur Jacob Nielsen. Alors, comme sa photo ne l'indique pas, c'est pas lui qui a inventé la souris. Mais le docteur Jacob Nielsen, qui était ici défini comme le gourou de l'ergonomie de la page web à cette époque-là, c'est un des pionniers de la user experience. Et il s'est lancé un défi à cette époque-là, c'était de rendre le web plus utilisable. Et il avait noté quelque chose dans les années 90, c'est que les entreprises qui créaient leur site internet faisaient tout pour optimiser un indicateur pour l'indexation de moteur de recherche qui s'appelle le SEO. Non, il y en avait un autre avant. Le CIO. Qui connaît le CIO? Personne? Toi, tu connais? T'es sûr? C'est le C-Level Ego Optimization. C-Level, c'est le haut management. En fait, un an plus tôt, le docteur Nielsen avait écrit un article qui s'appelle Top 10 Mistakes of Web Management. Et dans le numéro 3 des erreurs les plus communes, c'est le fait d'avoir un site qui reflète la structure de son organisation. Et ce qu'il dit, c'est que les utilisateurs ne devraient pas savoir comment votre compagnie est organisée. Ils ne devraient même pas être capables de le déduire de la structure de votre site. Il dit aussi, un signe classique de ce problème de gestion de site, c'est que sur la homepage, il y a un bouton pour chacun des seniors vice-présidents de la compagnie. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. 97 ans. Bizarrement, c'est exactement ce que vous venez de vivre. Il est rejoint en 98 par Nigel Bevan, qui, dans une étude qui s'appelle Usability Issues in Website Design, explique pourquoi les sites sont si frustrants à utiliser, notamment parce que les organisations produisent souvent des sites dont le contenu et la structure reflètent les intérêts de l'organisation plutôt que les besoins utilisateurs. Et là, on peut se poser la question si McKinney, effectivement, n'a pas une volonté d'être plus présent sur la tech, parce qu'on vous a mis pas mal de choses tech en avant. Mais ça, vous, en tant qu'au ministère de l'Éducation, ça ne vous aide pas non plus. Donc, on peut se dire, si ces mauvaises pratiques sont documentées depuis les années 90, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les designers à encore faire cela? Ça, on va le voir dans quelques temps, mais vous voici maintenant reprojeté dans une nouvelle époque. Vous voici à Redmond, dans la région de Seattle, aux États-Unis, en 2008. Et vous êtes maintenant directeur du marketing chez Microsoft. Et vous êtes en train de définir la stratégie de communication pour booster les ventes de votre nouveau fleuron qui est Windows Vista. Et votre patron déboule furieux dans votre bureau parce que votre concurrent vient de publier un spot publicitaire qui relate des tout petits défauts de votre remplaçant de Windows XP.
Hello, I'm a Mac. And I'm a PC, here with good news for anyone who's ever been frustrated by Vista. Oh, you're fixing the problem. No, I'm making them easier to live with my new line of calming teas. There's Crashy Time Chamomile, just the thing to soothe the nerves after a Vista-related crash. Or if Vista's making your applications run slow, there's Pomegranate Patience. Now, mornings are Raspberry Restart time for that's me. great, PC. Also afternoons, but... We should move on. Yes, let's move on, Mac, to my line of Vista stress-relieving bath salts. C'était un vrai spot publicitaire, ils en ont fait plusieurs comme ça. Donc, c'est la catastrophe. Parce que, en effet, vos clients, vos utilisateurs, las des plantages en série de votre nouvel OS et des incompatibilités matérielles, repassent à Windows XP. Et ils vont même certains chez le concurrent à la pomme croquée. Et la pression est telle que vous êtes obligé de laisser les constructeurs de PC revendre des nouvelles machines sur Windows XP. Mais dans ce malheur, il y a 2 chercheurs de chez Microsoft et un de l'université du Maryland qui se demandent si rétrospectivement, on n'avait pas des moyens pour prédire la prédisposition à la panne des modules de Vista. Donc ils ont lancé une étude sur les 50 millions de lignes de code. Là, c'est un beau monolithe quand même. Non. Il y a quand même 3404 binaires, donc il y a 3404 modules. Et ils ont évalué plusieurs indicateurs, on va dire, qui sont généralement utilisés pour la qualité, issus d'études scientifiques. Le premier, c'est le code churn. Ça, c'est la quantité de fois que le même morceau de code est changé, rechangé avant d'aller en prod, ce qui peut être un petit smell de complexité, par exemple. La code complexity. Alors, pour ceux qui connaissent complexité cyclomatique, il y en a qui ne voient pas ce que c'est. Bon, bref, c'est des if et machin, enfin bref, c'est la complexité du code pour simplifier. Dependency, c'est le couplage. C'est le fait qu'une partie du code est fortement couplée aux autres parties du code, ce qui fait que si vous avez une modification là, ça va casser cette partie dépendante. Le code coverage que vous devez connaître, qui est la couverture en test, et le nombre de bugs avant la release. Mais ils ont rajouté aussi un autre indicateur, qui est la structure de l'organisation. Et dans la structure de l'organisation, ils se sont dit, bon, on va évaluer aussi certaines choses qui ne sont pas forcément techniques. Dans ces choses-là, ils se sont dit, on va prendre des postulats, on va considérer que plus de gens touchent au code, moins bonne est la qualité. Que si vous perdez une grande partie des gens dans l'équipe, parce qu'ils se sont barrés, eh bien, ça affecte la rétention de connaissances et donc la qualité. Que plus la personne qui a le pouvoir de décider sur le composant est proche des ingénieurs qui le modifient, meilleure est la qualité. Et plus les contributeurs à un composant appartiennent à la même équipe, meilleure est la qualité. Il y en a d'autres. Et ils se sont dit, bon, voyons si ensemble, ça peut être un bon indicateur de prédiction de panne sur les modules de Vista. Parce qu'en fait, rétrospectivement, ils savent quels modules ont été en panne et ceux qui n'ont pas été. Donc ils vont regarder le coverage de ces modules, ils vont regarder chacun des indicateurs. Alors je ne vais pas vous expliquer la différence entre recall et précision, bien que je puisse la faire, mais le but là, c'est d'avoir 100% dans chacune des colonnes. C'est-à-dire qu'ils ont été le plus précis possible. Et l'étude a montré que Organizational Structure était beaucoup plus précis que les autres indicateurs traditionnels. Donc dans le cadre de Windows Vista, ils ont démontré que la structure de l'organisation avait plus d'impact et était un meilleur indicateur aux prédispositions de panne des composants qu'un truc comme le code coverage. Cette étude, qui s'appelle The Influence of Organizational Structure on Software Quality, an Empirical Case Study de 2008, a permis de démontrer que l'organisation eats code quality tools at breakfast, pour paraphraser Peter Drucker. En réalité, l'intention des chercheurs à ce moment-là était de vérifier un postulat qui avait été fait plusieurs décennies avant ça, en 1975, par le docteur Frederick Brooks, dans le bouquin qui s'appelle « Le mythe du moi homme ». Dans ce livre, il explique que la qualité du produit est grandement affectée par la structure de l'organisation. Ce livre, au passage, est fortement dérecommandé aux adeptes du diagramme de Gantt, le risque de malaise vagal résultant étant trop important. Je vois qu'il y en a qui ont lu le bouquin. Alors, ce que vous sentez, ces petits picotements derrière la nuque, ça c'est parce que vous venez encore de faire un bond dans une autre époque. Ça c'est le son du RER A qui vous amène à la Défense.
vous allez à Courbevoie en 2016 et vous vous rendez au siège de la multinationale multinationale de voyage en ligne pour laquelle vous travaillez en tant qu'architecte. Cette société, je ne la nommerai pas, mais elle existe vraiment. Et dans cette société, vous avez défini une architecture pour le système de réservation de billets de train, comme celle-ci. Vous avez déterminé avec les équipes de développement que c'était la meilleure manière de répondre aux besoins. Il faut savoir que cette entreprise vend des billets de train dans le monde entier. Et chaque train est différent. La manière de gérer du train, quel que soit le pays, est complètement différente. Et comme l'entreprise ne veut pas faire du code custom pour chacun des pays, ils ont décidé d'avoir une expérience agnostique et uniformisée pour les utilisateurs. Donc la manière dont vous réalisez du train en France va être la même chose qu'en Italie. Ce qui fait qu'on a une architecture ici agnostique, non spécifique à chacun des trains nationaux. En bas, Rail Supply, c'est pour l'interconnexion avec les compagnies ferroviaires de chaque pays. Comme vous pouvez l'imaginer, elles ont chacune des API différentes. Le but, c'est de la fédérer en une seule API, qui est Rail Supply. Au-dessus, Rail Shopping, c'est la logique métier, en gros. C'est ce qui vous permet de sélectionner un train, son tarif, et puis le siège, etc. Et au-dessus, la UI. Et donc, cette architecture a été choisie il y a 3 ans. Et vous décidez maintenant de sortir votre tour d'ivoire pour aller voir ce qu'ont fait les équipes de développement. Vous avez notamment eu vent que ces logiciels-là, enfin ces services, ces microservices, même si on veut utiliser le M-word, deviennent de plus en plus difficiles à maintenir. Et en jetant un œil au code, stupeur, il a été produit exactement ce qu'on ne voulait pas. C'est-à-dire que chacune des briques était découpable par pays. C'est true story, hein. Alors, vous êtes dit, mais comment c'est possible? Est-ce qu'il y a un problème de compétence chez les développeurs? En réalité, alors, ce que je vous ai oublié de dire, c'est qu'en plus, ce qui aurait dû être mutualisé en termes de fonctionnalité, c'est retrouvé dupliqué, bien sûr, dans chacun de ces if mon pays. Donc, après quelques investigations, vous avez vu que ça venait d'une fausse croyance, en tout cas d'une incompréhension, de ce qu'étaient les feature teams de la part du management. Pour le management, les feature teams, c'est génial. Parce qu'avec les feature teams, les gens sont autonomes. Ils peuvent taper partout. Normalement, ils sont censés développer des features, mais une feature égale un projet, n'est-ce pas? Donc, le pire, c'est que ces 3 équipes qu'ils avaient à leur disposition étaient sur des time zones différentes. Et ils se sont dit, ce sera plus simple de les organiser par train. Parce qu'en plus, on veut d'abord livrer le train anglais, ensuite le train allemand et puis le train français. Donc, on a des équipes qui ont des managers différents, des deadlines différentes, des objectifs différents, sur des time zones différentes, rajouter de la pression, et voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que, on doit assurer sa propre deadline, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se protéger. On va faire if mon cas. Parce que les copains qui sont à côté, je ne vais pas trop leur parler, puis ils ne sont même pas réveillés pendant que je suis en train de coder. Donc, je ne veux pas les casser, et je ne veux pas qu'ils me cassent. Voici le résultat. Donc, en définitive, on a construit un système qui s'écartait du design voulu. Et le pire dans tout ça, c'est que comme l'ownership de chaque composant n'est pas clair, personne ne veut payer l'assainissement. Personne. Donc, maintenant, on pourrait peut-être repenser aux indicateurs de structure organisationnelle de Vista. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en vrai, là, il semblerait que l'IT Zone essaye de vous envoyer un message. Il semblerait que votre expérience utilisateur, votre conception produit, la qualité du produit et du code et votre architecture soient grandement impactées par votre organisation et même peut-être impactées de manière très négative. On pourrait même se demander si la structure de l'organisation est peut-être pas meilleure que certaines bonnes pratiques opérationnelles. Donc ici, on n'a fait qu'exposer des faits, mais à aucun moment on a expliqué le phénomène. Pour expliquer le phénomène, il faut revenir en 1968. C'est un peu vieux quand même. Non, mais en 1968, le docteur Melvin Conway publie un article qui s'appelle « How do communities invent » dans la revue DataMotion. Il explique comment les organisations designent des systèmes. Et on va faire un petit exercice, vous allez voir, vous pouvez le reproduire dans toutes vos organisations. Ça va être très facile. On va prendre un système. Alors, un système, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que vous voulez. Ça peut être une page web, un service, un produit, un téléphone, une voiture en physique. Tout ça sont des systèmes. Et chaque système
peut être découpable en sous-systèmes, n'est-ce pas? Pardon, excusez-moi. Donc ici, j'ai pris un système e-commerce qui a 4 sous-systèmes, donc un qui est dédié à la gestion de l'utilisateur, un pour les fonctionnalités de shopping, un autre pour le paiement, et puis un autre pour la facturation qu'on appelle billing. Et Melvin Conway se demande s'il n'y aurait pas une relation prévisible entre la structure de ce système et la structure de l'organisation qu'il a produit. Il remarque que, de manière très simple, on pouvait trouver pour chacun de ces sous-systèmes une équipe en charge. Ok, bon ça je pense que vous pouvez tous faire le même constat. Et bien sûr, pour que ce système fonctionne, certains de ces sous-systèmes doivent s'interfacer. Donc ici, par exemple, Shopping va devoir s'interfacer avec User pour récupérer potentiellement des informations d'utilisateurs. Une interface en informatique, ça peut être une appel d'API avec un transfert de données. Dans un système électrique, ça peut être une prise avec une fiche qui rentre à l'intérieur. Et dans la mécanique, notamment en automobile, ça peut être des pièces mécaniques qui s'emboîtent, comme par exemple un volant moteur et un embrayage. Et Melvin Conway remarque que si deux sous-systèmes doivent s'interfacer, alors les équipes qui sont en charge doivent communiquer ensemble pour définir et négocier un contrat. Un contrat qui spécifie cette interface. Il note aussi que généralement, ça dépend des entreprises, mais ce besoin de communication va être souvent animé par un coordinateur, une coordinatrice. Dans le monde actuel, parce qu'on là on était en 68, on peut considérer que c'est les Scrum Masters ou les Product Owners. Et il remarque aussi, quand deux sous-systèmes ne doivent pas s'interfacer, comme par exemple shopping et billing, il n'y a pas besoin de négocier de contrat, donc il n'y a pas forcément besoin que ces équipes communiquent ensemble. Donc, ce qu'il remarque, c'est qu'il y a une relation étroite quand même entre la structure du système et la structure de l'organisation qu'il a produit. Alors, souvent, on peut avoir une équipe en charge de plusieurs sous-systèmes, par exemple une équipe payment billing. Dans ce cas-là, ça devient une version compactée de la structure du système. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce mimétisme-là, entre la structure du système et la structure de l'organisation qu'il a produit, c'est ce qu'on appelle un homomorphisme. Et là, peut-être que vous vous dites qu'il n'a pas inventé l'eau chaude, mais là, c'est le drame. Parce qu'un homomorphisme, ça a des propriétés qui peuvent être très embêtantes des fois. Notamment, prenons une organisation, comme celle-ci. Mais on part de zéro, à part le fait qu'on a déjà défini cette organisation. Donc on part d'un besoin, on n'a pas de structure de système. Le but d'une organisation qui doit construire un système, c'est d'évaluer, c'est de penser aux solutions possibles et d'évaluer la meilleure solution pour répondre aux besoins. Ok ? Maintenant, on va s'imaginer comme étant omniscient et qu'on est capable, nous, de lister toutes les solutions possibles de l'univers pour répondre à leurs besoins. On va les limiter à 2 parce que sinon c'est trop compliqué. J'ai pas de place sur les slides. On va considérer aussi que la solution du bas, c'est la meilleure, arbitrairement. Alors ce qui est important de savoir, c'est que nous, on est omniscients, donc on le sait. Eux, ils ne le savent pas encore. Ils n'ont même pas conscientisé encore ces solutions, n'est-ce pas? Ils n'y sont pas là. Ce qu'on peut remarquer de différence entre la première et la deuxième solution, c'est que dans la deuxième, il y a une interface entre user et billing, et ici, il y a un système checkout qui n'existe pas au-dessus. Donc on va dire que dans le cas du dessus, les responsabilités qui sont là sont réparties entre shopping et paiement. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que la structure de l'organisation qui est à droite, là, ne ressemble pas du tout à la structure de la meilleure solution, mais plutôt de la première. Donc est-ce que cette organisation-là, qui a déjà été choisie par le management, va être en mesure de produire ce design-là? Si on croit la règle de l'homomorphisme, non, elle va plutôt produire le premier design. Parce que, pourquoi? Déjà, on a conditionné les gens d'une certaine manière, hiérarchiquement et managérialement, pour communiquer d'une certaine manière. Ce qui fait qu'ici, comme il n'y a pas de communication conscientisée entre user et billing, ils peuvent ne jamais se rendre compte qu'en discutant ensemble, ils vont découvrir un besoin d'interfaçage ici des systèmes, qui va trouver une meilleure solution au problème. Et puis, comme le management existe déjà, et qu'ils ont prédéfini des scopes sur chacune des équipes, comment voulez-vous que deux équipes déjà constituées avec des managers différents, comme par exemple shopping et paiement, conscientisent le fait qu'il y a des responsabilités là et là, qui pourraient être regroupées dans un système? On les a conditionnés pour penser d'une certaine manière.
En fait, il faut comprendre que dès qu'une organisation est choisie, vous avez fait déjà, d'une certaine manière, des choix de design, volontairement ou non. Et ces choix d'organisation vont exclure de manière complètement involontaire des solutions possibles. Et même si ces solutions sont les meilleures. Parce que vous avez biaisé, en fait, quelque part le procédé de recherche. Conway explique que dans les années 60, il existait une structure de 8 personnes qui devaient développer un compilateur COBOL et un compilateur Algol. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un compilateur, c'est un logiciel. Pour des soucis de budget et de timing, ils ont décidé de les répartir 5 sur le compilateur COBOL et 3 sur le compilateur Algol. En résultat, ils ont eu un compilateur COBOL en 5 phases et un compilateur Algol en 3 phases, alors que c'est à peu près la même chose. Alors, il s'avère que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça. Tom Cheetham, en 1996, disait que si vous prenez 5 personnes, vous leur demandez de faire un compilateur COBOL, le compilateur s'exécutera en 4 phases. Parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse le manager. Alors, Conway décrit bien pire en plus. Il dit que si vous prenez, par exemple, au tout début d'un système, il y a un besoin, vous allez mettre un petit groupe de personnes qui vont essayer de comprendre le besoin. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la pression en termes de budget et de timing. Et un manager sait que si par hasard, il rate sa deadline et qu'il n'a pas pris toutes les ressources qu'il avait à sa disposition, on va lui faire le reproche. Et ça va mettre une pression sur les designers initiaux du système, qui eux préféreraient peut-être continuer à travailler ensemble pour tacler la complexité, la réduire jusqu'à trouver une solution, au lieu de fragmenter le savoir dans des sous-groupes différents. Malheureusement, l'histoire montre que le management ne veut pas prendre le risque, et ces personnes seront renforcées pour maximiser les chances de réussir la deadline. Ça vient d'une croyance, dit Conway, que le travail est linéaire. Certaines personnes pensent que le travail de 2 personnes sur 4 mois, c'est équivalent au travail de 8 personnes sur 1 mois. D'ailleurs, Frederick Brooks, pour se moquer de ça, a écrit dans son livre qu'une grossesse humaine, ça prend 9 mois, quel que soit le nombre de femmes qui vous assignez à la tâche. Donc revenons à cette structure. Le truc, c'est que dans une entreprise, généralement, il y a des règles managériales. On vous explique comment doivent être constituées les équipes, les rôles que vous devez avoir par défaut, etc., etc. Ce qui fait qu'une organisation va naître. Parce que la règle, c'est pas plus de 2 personnes dans une équipe, un manager par équipe. Ok, super. Ce qui veut dire que vous avez une organisation par défaut, avant même d'avoir analysé le besoin. Et une fois que l'organisation existe, elle sera utilisée. Mais le besoin, là, il va falloir... c'est trop gros, là, maintenant, il va falloir que chacune d'équipe ait un morceau du besoin. On va le splitter et le resplitter d'une manière plus ou moins arbitraire. Ce qui fait que les intersections comme celle-ci, là, en gris, les équipes ne vont pas forcément les détecter. Parce qu'on a polarisé la manière dont les gens allaient réfléchir. On a créé des silos. En plus, c'est même pas les mêmes managements, là. Je vois qu'il y a des gens qui rigolent et qui se regardent, à mon avis, ça sent le vécu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en déléguant, on perd aussi de la connaissance. Ce que dit Conway, c'est qu'il n'existe pas de groupe de design qui est à la fois organisé et non biaisé. Et ça, il faut bien le comprendre. Votre organisation va biaiser d'une certaine manière ce que vous allez construire. Alors, ce que dit Conway, parce qu'il va encore plus loin, c'est que la communication s'est complètement désintégrée au moment même où il y a eu une délégation. Parce que les 2 designers initiaux, ils ont dû prendre de la hauteur pour pouvoir synchroniser et déléguer les choses. Donc ils se sont éloignés du besoin. En faisant ça, ils ont fragmenté le savoir en des sous-groupes. Ce qui fait que, notamment, là, si vous avez en plus 2 personnes hiérarchiquement assez éloignées en termes d'équipe, qui doivent se mettre d'accord. Elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ça va escalader. Et là, on va demander à des gens qui sont maintenant plus loin de l'analyse de faire un choix. Bon, admettons qu'ils n'y arrivent pas. On va encore escalader avec quelqu'un qui est encore plus loin du besoin et qui va devoir faire un choix. Donc ce que dit Conway,
c'est que dans les structures comme celle, dans ces structures-là, généralement, la structure de communication va tendre à sa structure administrative, hiérarchique. Et avec la loi de l'homomorphisme, cette structure administrative va se retrouver dans le système produit. C'est pour cela que pour Conway, les militaires ont tendance à créer des systèmes qui ressemblent à leur organigramme. Donc tout ça, il le résume en cette phrase, il explique que la structure des grands systèmes tend à se désintégrer pendant le développement de manière qualitativement plus que les petits systèmes. À cause de cette désintégration de la communication et de ce système bureaucratique qui naît. Brooks schématise un peu plus la désintégration de la communication. Quand vous aviez 3 personnes dans l'équipe, vous aviez 3 canaux de communication. Mais quand on est passé à 11, on n'avait pas passé à 11 canaux, mais 55 canaux de communication. Ce qui veut dire que l'effort de communication, il n'est pas linéaire. Quand vous rajoutez des gens, l'effort n'est pas linéaire. Ça devient de plus en plus compliqué. Et ce que dit aussi, et du coup, comme l'effort de communication n'est pas linéaire, l'effort de travail ne l'est pas non plus. On a vu aussi qu'une équipe de 3 personnes ne va pas produire la même chose qu'une équipe de 11. On l'a vu là avec le compilateur Algol et COBOL. Et ce que dit Conway, c'est que si vous prenez 3 personnes bien choisies, ils vont produire un meilleur système que 11 personnes, parce que toutes les hypothèses qu'on fait, qui sont vraies, de parallélisme, qui sont vraies quand on épluche des pommes de terre, ce n'est pas vrai quand on design des systèmes. Et le fait même de rajouter des gens, en fait, va plutôt faire tendre, parce qu'on veut s'assurer de la date, va plutôt faire tendre la structure vers sa structure bureaucratique, qui va rajouter des surcoûts de synchronisation et de communication pour les équipes. D'ailleurs, plus tard, en 75, du coup, toujours, Brooks explique que si vous rajoutez des gens sur un projet en retard, ça accroît le retard. Donc, ce qu'explique Conway, c'est qu'il devient nécessaire de restreindre la communication pour faire en sorte que les gens puissent s'assurer que le travail soit fait. D'ailleurs, qui s'est jamais plaint d'avoir trop de cérémonies? C'est jamais arrivé à qui que ce soit, ça? Non? Trop de réunions? Bon, Kenny l'a déjà faite, mais... Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de méga structure at scale sur étagère, agnostique de système, qui vous explique qu'il faut que vous ayez un graphe complet de communication? Qu'est-ce que ça va produire, ça, comme système? Pour ceux qui ne savent pas, c'est Ceph 5.1. Moi, j'ai la dernière version, Kenny, il avait la 5.0. Alors, je ne vous ai pas encore énoncé réellement la loi de Conway. La loi de Conway dit que les organisations qui designent des systèmes sont contraintes à produire des designs qui sont des copies de la structure de leur communication. Et c'est pour cela, notamment, que sur le site de McKinney, la première chose que vous avez découvert, c'était leur hiérarchie. Et le pire, c'est que plus vous avanciez dans le site, plus vous descendiez dans l'organigramme. Et ça, on ne peut pas le nier, on l'a vraiment vécu. La deuxième chose que vous avez pris, c'est leur structure matricielle d'organisation, avant même de savoir comment ils pouvaient vous aider à répondre aux besoins. Et là, c'est un exemple d'endroit où la structure de communication a tendu vers leur structure administrative et qui s'est retrouvée dans le soft, voilà, dans leur site internet. Dans le cas de l'agence de voyage en ligne, comme bien qu'on avait défini une architecture agnostique, comme on a organisé les équipes par pays, ça a donné des softs qui étaient découpables par pays. Et dans le cas de Vista, on a vu que la qualité de l'organisation était un meilleur indicateur de prédiction à la panne que les indicateurs classiques. Et ça, c'est un des effets de l'homomorphisme de Conway aussi. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que si on regarde dans le détail ce qu'ils avaient mis dans Organizational Structure, qu'une grande perte des membres de l'équipe affecte la rétention de connaissances, blablabla, que plus les contributeurs à un composant appartiennent à la même équipe, meilleure est la qualité, et plus la personne qui a le pouvoir de décision est proche des ingénieurs, meilleure est la qualité, en fait, on est juste à l'inverse de la désintégration de la communication que citait Conway. Une étude de 2012 qui s'appelle Exploring the Duality Between Product and Organizational Architecture, a Test of the Mirroring Hypothesis,
vient corroborer un peu plus la loi de Conway. En fait, ils ont comparé des logiciels open source avec des logiciels équivalents payants, commerciaux. Par exemple, un logiciel calculatrice open source versus un logiciel calculatrice commercial. Et ils se sont rendus compte que les logiciels open source qu'ils ont comparés étaient généralement plus modulaires et moins sujets, étaient plus faciles à modifier. Et ce qu'ils disent, c'est que cela est sûrement dû au fait que les structures commerciales, enfin les entreprises, sont en fait des structures qui sont très fortement couplées par rapport à l'open source. Parce que dans l'open source, vous avez des gens qui sont volontaires, ils n'ont pas de boss, c'est au bon vouloir, ils n'ont même pas d'objectif formel entre eux. Donc c'est vraiment l'extrême en termes de couplage faible. Et c'est comme ça qu'ils expliquent la différence. Alors, sommes-nous du coup condamnés à vivre ces effets-là de la loi de Conway? Et va-t-on rester bloqué dans l'IT zone? Alors, vous n'allez pas pouvoir éviter cette loi, mais vous allez pouvoir potentiellement gérer un petit peu ces effets. En fait, ce que Conway dit, c'est qu'il faut s'organiser selon le besoin, l'effort de communication. Donc d'abord, analyser le système, le simplifier, en ce qui est gérable, c'est-à-dire en sous-système, puis regarder les besoins d'interfaçage entre ces sous-systèmes et qui va définir les besoins de communication. Donc, ce qui va nous permettre, en fait, de restreindre au strict minimum les canaux de communication entre les équipes pour s'assurer que le travail soit fait. Mais là, on a un problème. C'est que, on sait très bien que le premier design qu'on choisit n'est jamais le meilleur, parce que déjà, on s'améliore, parce que les besoins peuvent évoluer. Donc, les besoins en termes de design vont aussi évoluer. Ce qui veut dire que pour que les choses soient efficaces, il faut que l'organisation soit flexible dans sa manière de communiquer et de s'organiser. Donc là, d'une certaine manière, Conway a décrit une nouvelle classe de gestion de design et d'organisation qu'on a nommée plus tard en Inverse Conway Maneuver ou Reverse Conway Maneuver. En fait, ce nom a été donné en 2015 par James Lewis, Technical Director chez Southworks, pendant le grand essor des microservices dans l'IT zone. En fait, James Lewis, avec ses équipes, eut l'idée folle de se dire qu'il fallait peut-être commencer à organiser les équipes plutôt de la manière dont on voulait que la structure de l'organisation devait plutôt refléter la structure de l'architecture qu'on voulait avoir, plutôt que de partir des équipes déjà faites et leur dire « suivez ce qui a marqué comme architecture sur le papier ». Et il y a d'autres personnes qui s'inscrivent pas dans la lignée des Inverse Conway Maneuver qui ont à peu près la même idée. En 2017, vous avez Jan Bosch, qui est professeur au Chalmers University of Technology et ancien VP du Nokia Research Center, qui a écrit en 2017 un article qui s'appelle « Structure Its Strategy ». Et il explique le modèle BAPO. Le modèle BAPO, c'est de dire le point de départ de tout, c'est la manière dont on veut créer de la valeur à nos utilisateurs et la manière dont on veut générer du revenu. À partir de ça, on fait des choix architecturaux et technologiques pour répondre aux besoins, qui est le A. Ensuite, une fois qu'on a défini l'architecture, on va définir les outils, les manières de travailler, ce qu'on va appeler le P. Et une fois qu'on a le B, le A et le P, eh bien, on crée l'organisation. Et il remarque que généralement, les entreprises ne sont pas BAPO, mais sont OPAB. Donc tout à fait l'inverse. Qui part d'une organisation déjà préétablie. Puis il va déterminer des process par pure convenance, parce que on avait déjà une organisation, donc ça nous arrange. Et que malheureusement, ces process vont créer une architecture accidentelle, qui va être restrictive et qui va limiter les équipes dans leur manière de faire de l'innovation et de créer potentiellement une nouvelle offre commerciale. Ce qui est assez marrant de noter, c'est qu'en 1998, Nigel Bevan donnait déjà des bonnes pratiques pour avoir une meilleure user experience. Donc il en donnait plusieurs. Enfin, il donnait un truc ordonné en disant d'abord définir les objectifs business, la structure du site et son contenu, le design des pages,
Les méthodes d'évaluation, c'est les métriques, comment on valide les mock-ups vis-à-vis de nos panels utilisateurs, etc. Et puis, on s'organise. Et ce qui est très drôle, enfin d'ailleurs dans Management, il va même un peu plus loin, il dit, pour chacune des pages, il faut voir quelles sont les compétences et les niveaux de compétences qu'on a besoin. Par exemple, cette page-là, c'est du statique, celle-là, c'est du dynamique, là, il y a du CSS, là, il y a de l'HTML, bref. Et une fois qu'on a ça, on s'organise. Et ce qui est très drôle, c'est que si vous prenez le modèle BAPO, ça match. Alors, là, on a un petit peu un process en méta, mais que peut-on faire, on va dire, à chacune des étapes? Parce que ça peut être très fuzzy. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de bien identifier le business, l'architecture, le process et l'organisation? Il y a des gemmes semées un petit peu partout dans l'IT Zone, et je vais vous en présenter quelques-uns. Le premier, c'est le Domain Driven Design. Des gens qui connaissent le Domain Driven Design dans la salle? Super. Donc c'est un bouquin qui a été écrit en 2003 par Eric Evans, qui partait d'un constat. Il s'est dit, en fait, les gens se trompent de combat. Ils n'ont pas compris où était la complexité du logiciel. Enfin, pas toute la complexité logicielle. Et ils passent à côté de la complexité essentielle, qui est le business. Donc maintenant, on va créer une philosophie qui remet au centre le business du développement. Et on part du business seulement pour ensuite arriver à une architecture. Alors, comment on procède? Alors déjà, le Domain Driven Design sépare deux espaces. Si vous étiez là à la conférence de Kenny, il en parlait un petit peu. Il dit que l'espace du problème, on va le séparer de l'espace des solutions. Le problème, c'est que généralement, les gens font la confusion des deux, ont l'impression d'analyser le problème alors qu'ils sont en train de construire une solution, et ça, c'est très problématique parce que ça biaise. Donc, on va séparer les deux, et donc l'espace du problème, ça correspond au business, l'espace de solution à l'architecture, et le Domain Driven Design, dans sa toolbox qui s'appelle les patterns stratégiques, va nous offrir des moyens d'analyser les deux. La première chose à faire, donc le business, c'est de cartographier le besoin, le problème. Et on va le faire avec des experts métiers. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'une grosse organisation pour ça. On prend les experts métiers, on les met dans une salle, on prend des profils pluridisciplinaires qui vont être en charge de commencer à analyser la solution, et on met tout ce beau monde ensemble. Et le but, bien sûr, c'est de comprendre quel est le besoin. Généralement, ça se fait au moyen d'un atelier qui s'appelle l'event storming. L'event storming, ça a été inventé par Alberto Brandolini. Et un event storming, ça consiste à lister les domain events, donc les événements qui sont importants pour le métier, et les ordonner. En faisant ça, on écrit ici le flux de création de valeur pour nos utilisateurs. Ensuite, ce qu'on va faire, enfin mécaniquement plutôt, ces événements-là ordonnés vont faire émerger des concepts métiers. On va les lister. Ici, par exemple, vous avez catalogue, item, carte, price, order, paiement. Et pour chacun de ces concepts métiers, on va analyser leur ligne de vie. On va voir jusqu'où, en fait, ils sont présents et jusqu'où ils vivent. Ça va créer des frontières. Et ces frontières, on va les appeler les bandits de contexte, ou sous-contexte métier. Là, par exemple, vous avez un contexte shopping et un contexte paiement. Et là, vous êtes déjà en train de taper sur l'architecture. En fait, ici, ce que vous avez, c'est déjà une première version de vos sous-systèmes. Après, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'avec le context map, on est capable d'expliciter les relations entre ces sous-systèmes, entre ces bandits de contexte. Alors, par exemple, ici, mon OHS, c'est Open Host Service, pour simplifier, c'est une API. Et on va dire, par exemple, là, que shopping a besoin de user, enfin des informations de user. Mais ce qu'on veut faire très attention, c'est que le modèle métier de user, on ne veut pas qu'il pollue shopping, du coup, on va mettre un truc qui s'appelle l'anti-corruption layer. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça permet déjà d'avoir des considérations, on va dire, d'architecture fonctionnelle. Mais ça va même plus loin, parce qu'on va mettre les rapports de force entre chacun de ces sous-systèmes. On peut dire, par exemple, qu'il y a une relation upstream-downstream. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que user, ici, il peut vivre sa vie et être successful indépendamment de shopping. Mais si user plante, il emmène shopping avec lui. Mais l'inverse, c'est pas vrai. C'est-à-dire que shopping a forcément besoin de user pour ne pas être en échec. Si user est en échec, lui échoue aussi. Mais l'inverse, pardon, ce que je voulais vous dire, c'est plutôt que si lui échoue, user s'en tape. Enfin, il s'en fiche. On peut aller encore plus loin.
on peut dire. Et là, si on a déjà une topologie d'équipe, en fait, la relation entre ces deux contextes, c'est que pour que Shopping s'assure de pouvoir utiliser, d'avoir les informations dont il a besoin de user, là, la relation elle est de type customer-supplier, donc il va falloir faire prioriser dans la backlog de user les besoins de Shopping. Parce que sinon, ils ne vont jamais réussir à aller en prod. Et ça va même encore plus loin, parce qu'on a partnership, on a conformity, je ne vais pas tous vous les faire. Mais là, on est en train déjà de gratter un petit peu le P de Bapo. Donc avec le Domain Driven Design stratégique, on va être capable de cartographier le business avec un effort storming, de faire émerger des bandits de contexte, donc une architecture fonctionnelle, et de mettre en lumière les rapports de force entre les contextes et les process de communication éventuels. Cependant, le Domain Driven Design stratégique ne vous donne pas beaucoup de billes sur comment vous organiser. Est-ce qu'il faut une équipe par sous-système ou plusieurs sous-systèmes pour la même équipe? Et d'ailleurs, le Domain Driven Design passe complètement à côté des fonctions qui sont un petit peu plus support vis-à-vis du métier. Par exemple, les équipes qui sont en charge de déployer l'infrastructure de l'entreprise en termes de réseau. Tout ça, on n'en parle pas dans le Domain Driven Design. Ni comment faire en sorte d'être ultra flexible en termes d'organisation. Mais heureusement pour nous, en 2019 sort Team Topologies. Alors, il y a d'autres méthodes, mais là je vais vous parler de Team Topologies, qui traite du P et du O. Et en fait, Team Topologies prend les choses d'une manière un petit peu nouvelle, un petit peu différente, en disant qu'il faut limiter la taille des softs à la charge connective que peut gérer une équipe. Et ça, c'est assez nouveau. Ce qui veut dire que le but, là, c'est de faire en sorte que l'équipe peut sereinement, en fait, gérer tous les besoins du logiciel, le déployer, le maintenir, le construire. S'ils font trop de choses, ils vont se noyer. Donc, il faut restreindre les logiciels, en tout cas leurs tâches, à la charge connective qu'ils peuvent gérer. Et ils sont allés analyser les types d'équipes qu'on trouve généralement dans les entreprises. Ils en ont analysé 4. Les Stream Align Team, on va plutôt assigner à des bandits de contexte qui sont là pour créer de la valeur métier. C'est des équipes pluridisciplinaires qui sont autonomes dans la manière de créer le software, de le développer, de le maintenir et de le déployer. Il y a d'autres équipes qui sont les enabling teams. Ça peut être par exemple des équipes de coachs qui sont là pour faire monter en compétence les autres. Et le but des enabling teams, c'est de réduire la charge connective des Stream Align Teams. Autant que les platform teams. Les platform teams, c'est par exemple, si vous demandiez à une équipe métier, qui fait vraiment du métier dans un cas où ce n'est pas de l'IT for IT, d'aller apprendre Kubernetes, pour ceux qui connaissent, ils ne vont jamais s'en sortir. C'est trop compliqué. Et en plus de le faire bien, c'est très très compliqué. Donc il vaut mieux avoir des spécialistes qui vont s'occuper de ça, qui s'appelle en plus, si vous connaissez le Domain Driven Design, plutôt de la complexité obligatoire, de le gérer et le fournir comme un service au reste de l'entreprise, notamment pour les Stream Align Teams. Et puis il y a les complicated subsystems dont je ne parlerai pas là parce que c'est compliqué d'en parler. Waouh, merci. Mais en fait, les complicated subsystems, pour en dire deux mots, c'est des composants qui ont besoin d'une très haute expertise, assez spécifique. Notamment, vous avez besoin de data scientists, et c'est le seul endroit où il y a besoin de data scientists parce qu'ils vont faire la détection de fraude. Et c'est des rôles que vous n'avez pas forcément envie ou besoin de répartir dans toutes vos équipes. Et donc, ils ont une charge cognitive assez spéciale parce qu'elle est très haute en termes de technicité, quoi. Et Team Topologies, comment va nous aider là? Admettons qu'on reprend notre système avec nos équipes shopping et paiement et qu'elles sentent que ça commence à gratter là sur cette histoire de est-ce qu'il n'y aurait pas des responsabilités un petit peu à cheval entre nous et vous là? On a l'impression d'ailleurs que vous refaites un petit peu des choses qu'on a écrites. Elles peuvent passer dans un mode qu'on appelle dans Team Topologies la collaboration. Le mode de collaboration, ça veut dire que ces équipes-là vont travailler de manière étroite pendant un certain temps et de telle manière à commencer à tacler une complexité, une nouvelle forme de complexité qu'ils n'ont pas l'habitude de tacler. Ce qui fait que la charge connective, elle va augmenter pendant un certain temps. Et là, potentiellement, ils vont peut-être déterminer que la meilleure solution, c'est de passer à ça. En admettant qu'on a un management compréhensif et qu'on leur explique, voilà, il y a un nouveau système, il y a tout ça comme taf et tout. S'ils décident, OK, de créer une nouvelle équipe, là, on va passer dans un autre mode parce qu'on a défini les responsabilités, on a défini les besoins d'interfaçage, par exemple, shopping
checkout a besoin de shopping, paiement a besoin de checkout en information. Là, on passe sur une relation qu'ils appellent X as a service, ce qui veut dire que shopping fournit un service à checkout et checkout fournit un service à paiement. Et ces règles-là, en fait, permettent de dire, bon, on va limiter la charge de communication parce qu'ici, il y a un service documenté, etc. Et il y a un contrat d'interface qui a été négocié avec checkout. Il y a d'autres choses dont on ne va pas rentrer dans le détail, comme par exemple la facilitation, où là vous pouvez avoir une équipe d'architecture qui fait monter en compétence l'équipe checkout parce que par exemple elle ne connaît pas les microservices ou elle ne connaît pas le DDD. Mais voilà, donc là en fait, je vous parle de team topologies assez rapidement, mais c'est juste pour vous expliquer que c'est un pattern dynamique d'organisation qui fait attention aux différentes charges cognitives qui existent dans l'organisation, les répartit et vous donne des interactions possibles. Il y en a 3, c'est celle-ci. Un exemple de team topology chez Docker. Donc on n'a pas l'habitude, c'est un peu difficile à lire, je vous l'avoue. Et maintenant, ce que vous avez vu, pardon, j'ai raté mais c'est pas grave. Donc ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est la loi de Conway qui dit que les organisations qui designent des systèmes sont contraints de produire des designs qui sont des copies de leur structure de communication. Vous avez vu que l'expérience utilisateur, la conception produit, la qualité du produit et du code et l'architecture peut être grandement impactée par les effets de la loi de Conway si on n'y fait pas attention. Mais maintenant, comme vous avez l'inverse Conway maneuver, avec le BAPO appuyé par Domain Driven Design stratégique et Team Topologies, vous allez pouvoir gérer au mieux la loi de Conway. Enfin, pardon, les effets de la loi de Conway. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Team Topologies, bien sûr, veut que les équipes soient organisées selon le flux de création de valeur. C'est pour ça que ça se marie assez bien avec le Domain Driven Design. Si vous êtes un peu réticent, sachez que Accelerate, donc, qui est une étude scientifique qui est sortie en 2018, va corroborer un petit peu plus. Alors là, pour le coup, c'est plutôt les manœuvres de Conway inverse. Si vous n'avez jamais lu ce bouquin, je vous invite vraiment à aller regarder et jeter un œil. Alors juste pour terminer, il faut faire attention parce que la reverse Conway maneuver, c'est pas une silver bullet, c'est pas une baguette magique. En fait, c'est pas parce que vous allez vous réorganiser que magiquement le système il va changer en fait. Parce que si votre design est rigide, changer l'organisation va avoir un impact très limité. Et c'est ce que dit Mathias Verras, dans son article qui s'appelle Conway's Law doesn't apply to rigid design, où il explique, en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous êtes sur un monolithe très vieux et qu'on ne peut rien modifier dedans, l'organisation, ça va vous coûter cher pour des effets très limités. Donc il faut d'abord investir sur l'effort de design et l'assainissement du système avant d'espérer pouvoir se réorganiser. C'est pas magique, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc la loi de Conway, il faut que ce soit vu comme une contrainte. Si vous ne pouvez pas changer l'organisation, en fait, c'est plutôt votre architecture qu'il va falloir adapter. Parce que l'organisation, c'est pas toujours à votre main. Vous n'êtes pas forcément décisionnaire sur l'architecture. Et la reverse Conway maneuver, c'est juste un outil qui n'est pas une silver bullet. Donc, je m'appelle Julien Topsu, je suis tech coach chez Shodo, qui est une ESN et un studio qui est spécialisé dans le software craftsmanship et le domain driven design. Et dans ma grande bonté, je vous ai ramené au Beffroi de Montrouge. Et faites attention à vos croyances, parce que sinon, vous risquez d'être bloqué dans l'IT zone. Merci.